Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo calendrier de l'Avent littéraire de ce mois de décembre. Alors là, aujourd'hui, les choses sérieuses commencent quand même. On n'est plus qu'à peu près 2 semaines, on est le 9 décembre 2024. Merci déjà d'être toujours aussi fidèle pour regarder ces petites vidéos chaque matin, 8h du matin. J'ouvre une case de mon calendrier de l'Avent littéraire, une thématique, et je dois vous trouver 5 idées de lecture ou de cadeaux littéraires à faire pour Noël. Alors comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, peut-être qu'elle n'est pas encore sortie, si je pense qu'elle est sortie, j'ai acheté un bras articulé, je vous dis tout, qui me permet de tenir mon micro, et c'est beaucoup mieux ainsi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une anecdote, d'un truc que j'adorais quand j'étais enfant, quand j'étais à l'école primaire. Parce qu'il faut savoir que moi, j'en ai déjà parlé ici sur cette vidéo, j'étais à l'école publique bilingue basque-français. C'est-à-dire que le matin on faisait nos matières en basque et l'après-midi en français, le lendemain on faisait l'inverse, le jeudi de nouveau comme le lundi et puis le vendredi l'inverse. Donc à chaque fois on alternait l'après-midi. Et donc on était à peu près par année, à peu près une douzaine je crois. En tout cas moi j'étais à chaque fois avec les mêmes chaque année et on était à peu près une douzaine dans le groupe de bilingues basques. Et on avait une particularité, c'est que, au Pays Basque, il y a quelque chose de très important quand même, c'est le chant. Voilà. On chante tout le temps, on chante pour tout, on adore chanter. Et en plus, il y a des traditions un peu particulières au Pays Basque par rapport à Noël, je vous ai déjà dit. Noël se dit Eguberri, nouveau jour, on fête plutôt l'Olentzero. Je vous reparlerai de toute façon de tout ça parmi les anecdotes là. J'y reviendrai dans une vidéo, dans une des vidéos calendrier de l'Avent. Mais là, je vais pas vous parler exactement de ça. Mais je voulais vous parler de nous, ce qu'on faisait le jour des vacances. Alors je sais pas exactement quand est-ce que ça tombe les vacances cette année. Le vendredi, c'est bientôt je crois. Je me demande si c'est pas dans 15 jours. Bon bref, on n'y est pas encore, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous le dire aujourd'hui. En fait, nous, le jour des vacances de Noël, donc le vendredi juste avant les vacances, tous ceux qui étaient en bilingue basque, et c'est vrai que ceux qui n'étaient pas en bilingue basque, donc tous les autres, étaient un peu jaloux, on n'avait pas cours. En fait, on partait de l'école où on était, dans ma commune, et on était habillés en habits traditionnels basques, un peu champêtres, parce que la figure de l'Olentzero, du Père Noël basque, c'est un charbonnier. Il s'appelle Olentzero, et donc on faisait toute la ville, une sorte de défilé, accompagné par des personnages traditionnels de la culture basque, et on chantait. On chantait en basque des chants de Noël, on chantait à l'honneur d'Olentzero, on chantait pour Noël, voilà. C'est vraiment toutes sortes de chants. Et on arrivait comme ça jusqu'à la place de la mairie, avec le kiosque, le port, vu que moi je suis de Saint-Jean-de-Luz, je vous l'ai déjà dit, la maison Louis XIV, tout ça. Je sais pas si vous connaissez la ville de Saint-Jean-de-Luz. D'ailleurs, anecdote sur cette place. Est-ce que vous savez pourquoi, si vous allez un jour à Saint-Jean-de-Luz, vous allez voir qu'il y a la maison Louis XIV, qui est juste à côté de la mairie. Et en fait, la mairie a été construite là, bien après la maison Louis XIV. Pourquoi ? C'est une anecdote assez croustillante, mais assez étonnante quand même. C'est parce qu'en fait, on appelle ça la maison Louis XIV, mais c'était une maison qui appartenait à des armateurs basques. C'était vraiment la maison de la famille la plus riche de Saint-Jean-de-Luz. Et elle était située là, et au Pays Basque, en fait, c'était l'aîné qui héritait de la maison et de tous les biens, aîné que ce soit homme ou femme. Donc des femmes également héritaient, devenaient propriétaires et chefs de famille. Et donc, une année, c'était, un siècle, je ne sais plus exactement lequel, c'était une femme qui était donc l'héritière de cette maison, de cette grande famille, et le maire de la ville de Saint-Jean-de-Luz voulait absolument se marier avec elle. Soit parce qu'il était amoureux, soit parce qu'elle était richissime. Ça, l'histoire ne le dit pas. Elle a refusé 3 fois, à chaque fois, sa demande en mariage. Il a voulu se venger, vexé, et il a construit la mairie, il a construit la nouvelle mairie, pile à côté de cette maison, surnommée maison Louis XIV, mais qui a un autre nom. Et donc, en fait, si vous allez à Saint-Jean-de-Luz, la mairie se situe là, non pas pour des raisons de centralité, évidemment, il cherchait un endroit, mais elle est là parce qu'en fait, ça gâchait à cette femme la vue sur le port. Parce qu'en fait, vous allez à cette maison, si vous la visitez, vous pouvez le faire,
avant, parce qu'il n'y avait pas les autres maisons qu'il y avait en face, ils avaient la vue sur la plage, sur la baie, la vue sur le port et derrière la vue sur la montagne. Donc une triple vue parfaite. Et en édifiant la mairie juste à côté, en fait, il lui gâchait la vue sur le port. Voilà. Bon, ça c'était pour le côté un peu vache de cette anecdote. Mais voilà, moi je me souviens très bien de ces vendredis, donc je l'ai fait 5 fois, les 5 fois de l'école primaire, où on allait en chantant. Et en arrivant, on avait un petit chocolat chaud, un jus de fruits, une chocolatine ou un croissant. Et alors, ne réagissez pas au fait que j'ai dit chocolatine. Hein. S'il vous plaît, soyez un peu plus digne que tous les autres. Ne vous jetez pas dessus en disant « Oh, il a dit chocolatine. » Voilà, je connais votre dignité, vous n'allez pas le faire. Et voilà, bon bref, c'était des passages que j'adorais, puis on chantait sur cette place pendant toute la matinée, puis après l'après-midi, on jouait à des jeux de société, enfin bref. C'était absolument génial, j'ai un immense et joyeux souvenir de cette époque et de ces moments-là. Alors... Commençons les choses sérieuses. Le calendrier de l'Avent littéraire. Je vais ouvrir une des cases. Donc la numéro 9 qu'on a là. Et je vais essayer de voir quel va être le thème du jour. Et essayer de vous trouver, de vous donner 5 idées de cadeaux à faire pour Noël. Donc aujourd'hui, l'enfance. C'est quand même... Alors là, je suis un peu plus loin que du téléphone. Donc je ne sais pas si vous allez le voir. Je pense pas. Alors l'enfance, il y en a plein. C'est vrai que là, pour le coup, c'est pas difficile, ça va être surtout difficile de choisir. Je vais essayer d'en donner encore une fois pour tous les goûts. Je pense par exemple à un livre qui s'appelle L'enfance d'un chef de Sartre. C'est très très bien. Voilà, c'est très court à lire, c'est très facile à comprendre sur la jeunesse et l'adolescence d'un jeune homme, un peu le chouchou de la famille et qui va être élevé qui va un peu avoir une sorte d'état d'esprit presque dictatorial après. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce livre, L'enfance d'un chef de Sartre. Si vous n'avez jamais lu du Sartre, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des ouvrages philosophiques, des essais philosophiques comme L'être et le néant, qui a l'air assez imposant et intimidant, franchement, L'enfance d'un chef, j'avais beaucoup aimé ce livre. Donc le lire ou l'offrir, allez-y. Évidemment, moi, lorsque je pense à l'enfance, je les ai pas là, non. Je pense au petit Nicolas. Voilà. Le petit Nicolas, que ce soit pour jeune enfant, adolescent, adulte, c'est juste exceptionnel. Voilà. C'est avec les dessins de Saint-Pé qui sont... lorsque vous les voyez, enfin moi je vois aujourd'hui des dessins de Saint-Pé, je pense de suite au petit Nicolas, et puis les textes de René Goscinny qui était un génie. Enfin, c'est le père d'Astérix, l'un des deux pères d'Astérix. Et ces histoires du petit Nicolas qui sont à la fois compréhensibles à un niveau enfantin, mais également compréhensibles également pour des adultes. Et on ne comprend pas forcément la même chose. On peut avoir deux pistes de réflexion et d'interprétation différentes des histoires qui se passent dans le petit Nicolas. C'est drôle, c'est touchant. Ça parle d'une époque qu'on n'a pas forcément connue, mais on s'y attache tellement, on s'identifie. Cette petite bande d'enfants entre l'intellectuel de la bande qui est un peu le chouchou de la maîtresse, celui qui mange tout le temps, celui qui veut tout le temps se battre, celui qui a un père riche, celui qui a tout le temps des cadeaux, et puis Nicolas au milieu de ça, avec son père qui est complètement impulsif, sa mère qui essaye de gérer tout ça, c'est les amis de ses parents, sa grand-mère, enfin, il y a plein d'anecdotes, et vous lisez ça en fait, c'est tellement universel aussi ce qu'il aborde dans ces petites histoires, il y en a plein, je suis pas sûr de les avoir toutes lues, mais j'en ai quand même beaucoup lu, parce que j'en ai beaucoup des livres du petit Nicolas. En fait, il parle à chacun d'entre nous et nous tous, on peut tous avoir une anecdote ensuite en lisant ces petites histoires. Donc le petit Nicolas, offrez-les, lisez-les, faites-en ce que vous voulez, mais il faut absolument que le petit Nicolas soit sous les sapins de Noël cette année, ou même à d'autres occasions, mais franchement, il faut faire lire le petit Nicolas à vos enfants. De même qu'un manga, vous savez que je vous parle également souvent de manga dans ces vidéos, un manga je crois qu'il y a 5 tomes, double aux éditions Delcourt Tonkam, ça s'appelle Une sacrée mamie, et c'est un peu le petit Nicolas mais au Japon. C'est un enfant qui a envoyé, parce que sa mère ne peut plus s'en occuper, elle est trop pauvre pour s'en occuper, il a envoyé chez sa grand-mère dans la campagne, donc très loin de la ville dans laquelle il a grandi, et en fait il va
être éduqué par sa grand-mère, qui va lui apprendre plein de méthodes pour s'en sortir. Lorsqu'elle dit qu'elle va faire les courses, en fait, elle va à la rivière, elle va poser un filet, puis elle va attendre les légumes qui sont jetés dans la rivière, des trop-pleins sûrement de certains centres commerciaux, de certains endroits où ils sont consommés, et en fait, ils vont ramasser comme ça les légumes qui sont jetés, et qu'elle va récupérer comme ça à la rivière. Et en fait, voilà, elle va lui donner plein de méthodes de survie, de comment elle arrive à survivre, et toujours en gardant le sourire, l'optimisme. Il va faire des rencontres à l'école, se battre, des amis, des courses, des compétitions sportives. Voilà, c'est un peu le petit Nicolas, mais au Japon et dans un contexte tout à fait différent quand même. C'est bouleversant et c'est même très émouvant par moments. Donc ça s'appelle Une sacrée mamie et je crois qu'il y a 5 tomes doubles. Ils sont très beaux en plus. Moi je les ai tous lus l'été dernier et c'est vraiment très très bien. Donc le petit Nicolas, je disais, l'enfance d'un chef, Une sacrée mamie. Évidemment, je ne pouvais pas évoquer l'enfance sans aborder La vie devant soi de Romain Gary. Moi j'aime beaucoup Romain Gary. C'est d'ailleurs le premier livre de Romain Gary que j'ai lu, La vie devant soi, qu'il a écrit sous son pseudonyme de Émile Ajar. Vous savez que Romain Gary, à une certaine époque de sa vie, a commencé à publier des livres sous un pseudonyme, Émile Ajar, et d'ailleurs, après avoir obtenu le prix Goncourt avec Les Racines du ciel, il a obtenu un second prix Goncourt, c'est le seul dans ce cas je crois, avec La vie devant soi. Les gens ne savaient pas que c'était lui, que c'était Romain Gary, ils pensaient que c'était Émile Ajar, mais personne ne savait qui était ce Émile Ajar, et il l'a dit vraiment à la toute fin de sa vie, qu'il était Émile Ajar. Donc aujourd'hui on sait que c'est Romain Gary, avec ce Momo éduqué par une vieille femme juive, lui fils d'une prostituée d'une autre religion, et en fait cette vieille femme juive rescapée des camps de la mort, bouleversante, très attachante, elle va s'occuper des enfants de prostituées. Et avec du coup un narrateur qui a 8-9 ans, je sais plus exactement quel âge il a, qui évolue. Son regard évolue sur cette vieille dame, parce qu'au début, sur cette personne âgée, et au début parfois il est un peu violent avec elle, il est ingrat, il se rend compte au fur et à mesure que justement il a été ingrat, et il va avoir de plus en plus d'affection pour cette dame qui s'occupe d'eux. C'est bouleversant, vraiment, et c'est à faire lire à tout le monde, c'est-à-dire que même un jeune adolescent peut le lire, c'est tout à fait accessible, c'est très très beau, c'est bien écrit. Voilà, donc si vous voulez le lire ou l'offrir, c'est un très très beau, un grand roman sur l'enfance. Et le dernier choix est peut-être un peu plus difficile. Je pense à beaucoup de titres en particulier, parce qu'il y en a plein. L'enfant de Jules Vallès, peut-être Enfance de Nathalie Sarraute. Enfin, il y en a beaucoup. Alors, je vais quand même vous parler d'un livre d'histoire, parce que il y a des essais aussi, des témoignages. Par exemple, je pense à Composition française de Mona Ozouf, où elle raconte son enfance en Bretagne. Elle a eu une triple éducation française à l'école, éducation dans la culture bretonne avec sa famille, et puis éducation également religieuse, avec l'importance de la religion dans l'endroit où elle a grandi en Bretagne. Et je vais plutôt vous parler, moi, d'un livre d'histoire dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je vais vous en reparler parce que c'est un très très bon livre d'histoire, très intéressant. C'est l'histoire des enfants. Et en fait, la manière dont elle a traité les enfants dans l'histoire, c'est une historienne, je crois, ou un historien, je ne sais plus, et qui revient sur des décennies et des décennies de traitement de l'enfant dans nos sociétés. De comment notre regard sur l'enfance a évolué, et comment le traitement de l'enfant, les faire travailler, puis comment finalement l'adulte s'est approprié l'enfance, comment ils se sont rapprochés, comment on les a fait rentrer dans le cercle des adultes. Enfin, c'est très très intéressant, et c'est vraiment... Alors c'est pas un livre éducatif, c'est pas un livre de conseils d'éducation, non, c'est vraiment un livre d'histoire sur l'évolution vraiment des enfants, de l'enfance et du traitement des enfants, et de la place des enfants dans nos sociétés. Voilà pour ces 5 idées de cadeaux, de lecture que je pouvais vous faire à propos de cette belle thématique de l'enfance, en plus très liée à la période de Noël, aux souvenirs, à toutes ces anecdotes que dont j'essaye de vous parler. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné et des idées de lecture et des idées de cadeaux. Passez une belle journée, prenez soin de vous et lisez des livres surtout, et offrez des livres pour cette période. Au revoir, à demain.